Bienvenue sur Crypto for Good, le podcast qui décortique les projets blockchain et crypto à impact. Si tu t'interroges, comme moi, sur le potentiel réel de la blockchain et du Web3 à changer le monde, enfin surtout à le changer de manière utile, alors tu es au bon endroit. Je suis Antoine Taureau et chaque semaine je reçois à mon micro des entrepreneurs, des C-levels, des représentants d'ONG qui viennent nous parler d'un projet innovant s'appuyant sur la blockchain pour délivrer un impact social ou environnemental positif. Bonne écoute. C'est déjà parti, Antoine, ou pas? C'est déjà parti. Je couperai peut-être ou je laisserai, peu importe. Bonjour Ramzi, comment vas-tu? Salut Antoine, très bien, et toi? Eh ben très bien également, je te remercie. Ramzi, tu es cofondateur de Carbonable. Alors on le devine par le nom, on va parler cette fois-ci donc de crédit carbone. Est-ce que tu peux te présenter pour commencer et nous parler un petit peu de ton parcours? T'as visé juste, on va parler de carbone. Donc, je suis Ramzi, je suis le cofondateur de Carbonable. On a cofondé ça avec Guillaume Letty, il y a plus d'1 an. Pour parler un peu de mon passé, donc moi j'ai une formation d'ingénieur en génie industriel. Donc assez large. J'ai travaillé 10 ans dans l'industrie de la grande distribution, puis de la distribution sélective. Donc j'étais plutôt côté opération, côté supply chain. Okay. J'ai travaillé chez Procter & Gamble et Coty. Donc dans un premier temps avec des produits qui étaient les Pringles, couches culottes Pampers, Ariel, etc. Et ensuite plutôt sur de la parfumerie. J'ai fait ça pendant longtemps, j'ai fait ça pendant 8 ans. J'ai fait plusieurs postes dans la supply chain et j'ai fini par travailler en tant que directeur d'entrepôt et transport pour la France et une partie de l'Europe. Donc voilà, premier, on va dire, début professionnel qui était très opérationnel, très tangible, on va dire, surtout vu voilà, assez tangible. On est parti sur une première idée entrepreneuriale avec le même associé, avec Guillaume, en fait, il y a quelques années. On a voulu travailler sur de la sustainability. En fait, il y avait un vrai sujet sur nos parcours respectifs, où lui travaillait dans la tech. Il est parti au Canada pendant 8 ans. En fait, on s'est retrouvés alors à distance, en fait, à ce moment-là, où la majorité des choses qu'on faisait, avec beaucoup de responsabilités, étaient très orientées vers le retour à l'actionnaire, à l'investisseur. Donc, c'était vraiment toutes les stratégies étaient buildées dans ce sens-là. Et ça arrivait aussi dans une quête, on va dire, individuelle de recherche d'utilité sociale, de sens, etc. Okay. Et on a voulu très vite, en fait, attaquer, en tout cas, trouver des solutions en lien avec de la sustainability. Donc, on a lancé un premier projet, on a travaillé avec des grosses ONG, UNHCR, Oxfam, etc. Et on connectait en fait ces associations avec des artistes pour essayer finalement de via de l'infrastructure Web 2 à l'époque, rendre accessible finalement des process de dons en fait d'artistes, d'achat. Enfin, l'idée c'était vraiment de travailler sur la valeur qui retournait à l'artiste, mais aussi de la valeur qui était utilisée pour subvenir au financement, à des causes, à des subventions, en finançant des associations. Bon, je vais pas rentrer trop plus dans le détail que ça, mais voilà, première initiative. On a quand même commencé à travailler avec des grandes galeries et le Covid a changé l'enjeu pour les galeries où la sustainability était un cran en dessous en termes de priorité et la survie est revenue en avant. Tu me dis si je fais trop long, là je suis parti vraiment dans le détail passé, mais je peux faire plus succinct pour la suite. C'est toi qui vois. Écoute, à quel niveau de détail tu veux aller, mais je vois déjà se dessiner le pont avec Carbonable, donc exactement. L'idée c'est que c'est quand même lié, c'est pour ça je prends le temps un peu exactement. De raconter l'histoire et puis le format s'y prête un peu plus que sur de l'interview.
Euh, euh, donc sustainability, Covid, discussion avec les grosses galeries, on s'est reposé des questions. Est-ce que c'était efficient, efficace au moment où on l'était, etc. Et il se trouve qu'entre temps, on a fait un peu de freelance en fait. Moi, j'ai travaillé chez Total, donc on va voir que c'est le grand diable quand on parle de sustainability, en tout cas environnemental. Donc j'étais plutôt côté IT. J'ai été rattaché au CTO sur un projet de définition de stratégie sur technologie low code. Il y avait Microsoft qui a sorti un logiciel, la Power Platform, qui permettait aux entreprises justement d'aller sur ces sujets-là. Et l'idée, c'était finalement d'adresser d'aller interviewer tous les acteurs, tous les métiers de chez Total, et ils sont plutôt vastes, pour essayer de voir comment la technologie pouvait les aider. Donc on finançait et on réalisait ces projets, et pour définir finalement les besoins, la matrice d'éligibilité, et la stratégie derrière à mettre en place derrière tout ça pour finalement améliorer les processus. Il y a quand même toujours la sonnette qui était de se dire retour à la société, impact, etc. Donc avec un passif qui était très opérationnel. Moi, j'avais de la sustainability même dans mes KPI d'entrepôt et de transport, parmi les autres, parmi les autres. Guillaume, qui était très investi lui sur tout ce qui était aspect, on va dire tech, marketing, qui était aussi involved dans qui était engagé auprès d'associations au Canada et qui transpirait finalement cet ADN. On s'est posé la question, et c'est un peu par hasard qu'on s'est tourné vers cette partie-là, crédit carbone. L'idée, c'était de voir un peu c'était d'analyser un peu les métiers et les process qui fonctionnaient, ceux qui fonctionnaient pas. Et on s'est rendu compte qu'il y avait clairement un problème sur ce secteur-là. On a commencé à faire le joujou avec les cryptos quelques années auparavant, mais vraiment de manière assez spéculative au début, avant de rentrer dans les fondamentaux, d'aller creuser un peu ce qui se passait, ce qu'on pouvait faire avec d'un point de vue fonctionnel et métier. Et hyper intéressé, on s'était dit qu'il y avait vraiment une solution. Aujourd'hui, il y a d'un côté beaucoup de problématiques liées à du greenwashing et à un manque de confiance, et de l'autre côté un outil qui permet finalement d'apporter de manière trustless, sans avoir besoin d'intermédiaires, de la confiance et de la traçabilité. Et on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire. Donc on a regardé un peu le marché. On a vu que beaucoup tokenisaient le crédit carbone pour le mettre en vente sur la blockchain. On n'a pas pris cette approche, même si c'est assez intéressant pour la construction d'une marketplace. En fait, on a rencontré beaucoup d'acteurs, des gens qui travaillaient chez Carbone 4, des forestiers, des entreprises, des responsables RSE. Et on s'est rendu compte que le problème, il était plutôt côté qualitatif, en fait, supply, traçabilité, en fait. C'est plus la supply, on va reparler de supply chain, mais c'était plus la supply qui posait problème. En fait, on n'arrivait pas à sourcer des crédits carbone de qualité et à garantir la traçabilité tout au long du life cycle, enfin la durée de vie de l'asset. Et en fait, le tokeniser et de le rendre fongible, en fait, ça permettait pas de résoudre ce problème-là. C'est hyper intéressant pour la vente, mais en tout cas, nous, on a préféré attaquer un step avant avec trouver des solutions pour générer des crédits carbone de qualité. Ouais, est-ce que justement on va alors est-ce que tu peux nous décrire peut-être en une phrase le fonctionnement de Carbonable, et après je veux bien qu'on creuse ensemble sur le marché des crédits carbone et comprendre quelles sont les limites aujourd'hui et celles que vous avez cherché à résoudre. Mais juste pour les auditeurs, est-ce que tu peux poser assez rapidement ce que fait Carbonable? Oui. Carbonable, qu'est-ce qu'on fait? Donc, dis Carbonable, excuse-moi, je le dis à l'anglaise, mais faut peut-être dire Carbonable en français. Au début, on était très Carbonable, le rendre possible, etc. En fait, on devient un mot, on devient très à l'aise, on prononce à la française, on vient d'ici, on est à l'aise avec les deux sujets. Donc, en anglais, on dit Carbonable, en français, on dit Carbonable, et limite, ça se rapproche de plus en plus du Carbonable. Moi, j'aime beaucoup Carbonable. Voilà. Donc, Carbonable, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on a une approche très opérationnelle et d'exécution. On est finalement l'acteur
qui facilite l'exécution de stratégies de contribution à la neutralité carbone. Donc, il faut que je remette un peu de contexte avant d'expliquer ce qu'on fait. Aujourd'hui, faire de la contribution à la neutralité carbone, quand on veut agir sur les émissions carbone, on commence déjà par mapper les émissions, mesurer mapper ce qui consomme, ce qui pollue, grosso modo, mesurer à combien est la pollution d'une entreprise. On va essayer de réduire un maximum les réductions, et à la toute fin, on va essayer de compenser l'incompressible. Ça, c'est une stratégie qui fait du sens. L'idée, c'est pas de planter des arbres pour se donner bonne conscience, mais c'est vraiment d'avoir une vraie stratégie. Une fois que la stratégie est mise en place, il y a beaucoup d'acteurs qui permettent de faire cet accompagnement-là. Il y a des Greenly, il y a des Sweep, Sami, etc., qui font ça de manière très bien. On s'est rendu compte que la dernière partie, qui était vraiment opérationnelle et exécution, et un peu, et comme tu l'as dit, on va revenir un peu sur ce qui marche moins bien d'un point de vue contextuel sur le marché. Donc nous, Carbonable, c'est l'exécution. On garantit finalement d'accompagner les investisseurs sur 3 challenges: le financement, en choisissant les bons projets, en facilitant l'accès aux investissements, aujourd'hui qui est réservé aux grosses entreprises, en facilitant la diversification, de pas mettre tous ses œufs dans le même panier, de pas investir tous sur le même projet, et de rendre finalement ces investissements liquides pour gérer finalement ces problèmes de trésorerie. Donc investissement, de traçabilité et pilotage. Donc une fois qu'on a investi dans des ressources, en fait, c'est des ressources qui vont générer des produits. Quand j'investis dans un projet de décarbonation, je vais avoir des crédits carbone qui vont être générés sur 20 ans. Il va falloir gérer une comptabilité d'approvisionnement, de consommation, de planification. Donc nous, on est aussi un outil, en fait, et c'est en cours de développement, mais en cours de développement avec des industriels et des institutionnels pour vraiment une mise en pratique réelle. Et du coup, nous, on est là pour faciliter finalement la comptabilité et limiter la pression externe en utilisant des smart contracts qui vont finalement externaliser la comptabilité et la rendre immuable. C'est-à-dire qu'on va pouvoir pas faire confiance à Carbonable pour gérer sa comptabilité, mais à la blockchain et d'une manière immuable. Et la dernière partie, c'est un peu le lien entre la totalité, c'est la communication, comment continuer à monitorer et rendre accessibles les informations relatives finalement aux investissements. C'est un peu la communication autour des projets, rendre ça traçable, transparent, pour vraiment tout faire pour qu'il n'y ait pas de notion ou d'exposition à du greenwashing. Ouais, parce que le sujet de la communication que tu évoques, finalement, c'est bien la raison principale pour laquelle les entreprises vont là-dessus, il me semble. On rappelle, alors pour les auditeurs, et tu m'en avais parlé en préparation de l'épisode, mais il y a 2 marchés du carbone. Il y a le marché régulé des quotas carbone, là qui est réglementé avec un prix relativement uniforme, et tu as le marché des crédits carbone et de la compensation avec des guillemets dite volontaire. Donc finalement, on pourrait se poser la question pourquoi des entreprises ou même des individus le font, si c'est volontaire et si ça n'apporte rien d'autre que quelque part avoir dit ou avoir une ligne qui nous dit j'ai compensé tant de CO2. C'est quoi les enjeux des gens qui font ça, que ce soit les entreprises ou les individus? C'est une bonne question. Alors, pour juste recadrer, nous, l'enjeu, c'est une fois qu'on a décidé de le faire, on accompagne les investisseurs qui veulent le faire à le faire bien. On n'a pas de jugement de valeur ou on n'a pas vraiment, en gros, c'est les rapports du GIEC disent qu'il faut pousser les entreprises, en tout cas, à régénérer la nature. Pour nous, c'est un des moyens, donc on accompagne pour en fait que ça soit réellement fait. Mais c'est une question qui est intéressante et je veux pas la balayer ni faire de langue de bois. Je pense que il y a 3 raisons qui expliquent un besoin en fait sur cet aspect-là. Le premier, c'est de la communication, avoir une image plus verte. Ouais. En fonction des produits qu'on va vendre, être vu
de manière plus engagée, avoir des responsabilités, etc. Donc oui, il y a une grosse partie de communication, mais une partie de communication qui est, si elle est mal faite, est contre-productive. Aujourd'hui, si j'investis dans des projets en disant que je vais faire de la contribution à la neutralité carbone et qu'on se rend compte que, comme pour Vera, il y a eu des articles dans le Guardian, une émission avec Élise Lucet, on s'est rendu compte que 90% des crédits carbone qui étaient générés par Vera sont obsolètes. Ça, c'est un problème d'exécution. La théorie est très bonne. Je veux dire, les gens veulent pas mal faire sur ce truc-là, mais c'est juste qu'en fait, ils ont assez peu de moyens. Donc, communication, réglementation. En fait, il y a des enjeux climatiques et ça, en général, les gens sont assez sensibles à ce point-là. On va vers, enfin, j'ai pas ce discours alarmiste, mais en tout cas moi c'est ma conviction et je suis pas là pour convaincre sur cette partie-là. En tout cas moi je suis convaincu que c'est dramatique d'un point de vue environnemental et que il faut prendre des actions et des actions pragmatiques et pas reposer tout sur les gouvernements. Greta l'a dit, blablabla. Enfin, en gros, mis à part des échanges et puis des promesses, on n'aura rien. Donc nous, on est vraiment comment être orienté action. Et quand on est orienté action, l'idée c'est d'offrir des solutions. Donc la réglementation, en fait, elle va être vécue comment par des réglementations qui vont rentrer en vigueur et qui vont pousser les grosses entreprises à rentrer dans le programme qu'ont l'ONU, qu'a l'Europe, à imposer des targets à horizon 2030-2050 pour arriver à de la neutralité. Ça c'est imposé d'un point de vue global. Comment ça va être perçu par les entreprises? En fait, ça va être une descente en cascade sous forme de réglementation. En fait, on va pousser les entreprises, soit par de l'incitatif, soit par de l'obligation, à rentrer dans ces plannings, à avoir des roadmaps, grosso modo des plans de neutralité à 2050 avec des jalons en 2030. Et aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment réglementé? Est-ce qu'elles sont vraiment forcées? Ou est-ce que c'est prévu dans l'avenir? Plus de 300 salariés, entre 300 et 500, je veux pas dire de conneries. Il y a une obligation d'avoir un audit qui est réalisé sur la partie émission. Donc il y a déjà des réglementations qui sont entrées en vigueur cette année. Et d'ici à horizon 2027, on anticipe un durcissement en fait de ces réglementations qui vont pousser les entreprises au-delà d'avoir des solutions, en tout cas mettre les moyens pour mesurer, en tout cas d'avoir des solutions pour participer à l'effort commun. Et participer à l'effort commun, souvent c'est soit de l'incitatif où on va donner des subventions, des aides, des choses comme ça, soit comme avec l'assurance, on va pénaliser, et donc ça va être plutôt des impôts qui vont rentrer en vigueur. Donc nous, c'est ce qu'on anticipe et c'est ce qu'aussi anticipent les entreprises. Donc elles cherchent une bonne image, elles cherchent à anticiper des réglementations qui rentreraient en vigueur. Ouais, parce que plus tu t'y prends tard, finalement, plus tu vas payer cher ta contribution, a priori. Et exactement. En fait, si on regarde un peu les prévisions qui sont faites d'ailleurs par Bloomberg et McKinsey, qu'on l'a regardé, ils anticipent. Aujourd'hui, on est autour de $15 pour la tonne de carbone, en tout cas sur ce marché-là de volontaire régénération de la nature. Ils anticipent un prix à 250-300 d'ici 5 à 10 ans. Ce qui est assez. Ah oui, ça arrive vite, dis donc. Ouais, ça arrive vite. Et ça va être poussé parce que il y a très peu de qualité, il y a très peu de supply, et il va y avoir une très forte demande parce qu'en fait, il va y avoir une réglementation qui va tomber. Donc, ça c'est pas mes prévisions à moi. Nous on se cale là-dessus quand même pour. Ça fait partie des choix qui nous ont poussé à dérisquer finalement notre envie d'aller vers sur cet aspect-là. Mais grosso modo, c'est un vrai enjeu de costing aussi. C'est la réglementation, et deux, c'est de payer, c'est de l'intelligence financière long terme. Donc beaucoup de court terme, après beaucoup de court terme, c'est un sujet qui est très long terme. Si on veut faire du long terme, on a une intelligence long terme et on sait que si on s'y prend tôt, on va payer beaucoup moins cher, on va avoir une image beaucoup plus importante et on va surtout monter en maturité beaucoup plus vite que les autres. Premier sujet. Et le dernier, c'était le deuxième, et le dernier, c'était l'attente des consommateurs. Aujourd'hui, ça peut paraître bateau, mais il y a des consommateurs qui cherchent pas uniquement à se nourrir parce qu'ils ont faim, on a dépassé un peu ce cap-là, mais qui vont regarder finalement ce qu'ils consomment et l'impact que ça va avoir sur la planète, parce qu'en fait ils sont les premiers touchés. Les déplacements de population, le réchauffement est vécu de manière de plus en plus forte en fait, peu importe où on est sur la planète. C'est ça qui est assez fulgurant. Et du coup, les consommateurs se rendent compte du pouvoir qu'ils ont avec leur carte bleue et leur porte-monnaie sur les marques. Et du coup, les marques anticipent aussi et veulent se positionner sur des logiques
de positionner au long terme qui les pousse finalement à être compliant avec des aspects green. Ok. Donc ça, effectivement, c'était les raisons qui poussent des acteurs à vraiment investir dans ces sujets. Voilà. Et donc vous, les critiques que vous avez, ou les limites que vous avez identifiées sur ce marché, t'as un petit peu commencé à les évoquer. Mais si on dresse un tableau général, c'est quoi d'autre? Tu nous as mentionné les sujets un peu d'opacité. Il y a d'autres éléments. Ça reprend un peu les trois. Je suis désolé, mais grosso modo, c'est investir. C'est quels sont les bons projets, qu'est-ce qui fait du sens. Aujourd'hui, nous, on fait des choix. Pour l'instant, la proposition qu'on a, on propose des investissements dans des projets de décarbonation, mais on fait pas que ça. C'est-à-dire que si une entreprise a déjà des investissements et veut venir utiliser notre outil pour garantir la traçabilité et la comptabilité, on sait le faire. Il se trouve que sur les investissements, on propose aussi de l'accompagnement, de choisir, parce que on veut connecter et on veut simplifier les choses. Et donc, il y a plusieurs problématiques à ce niveau-là. Il y a énormément de commissions. Donc, entre ce qui est payé par les investisseurs et ce qui est utilisé pour régénérer de la nature, il y a un énorme gap. Ça peut aller jusqu'à 70% de commission. Donc 30% qui est dédié. Donc c'est assez incroyable. Ce qui veut dire que seulement 30% arrivent finalement entre les mains des personnes sur le terrain qui développent le projet. Qui portent le projet, exactement. Donc ça c'est assez complexe et c'est une infrastructure en fait qui pousse à ça. Beaucoup d'intermédiaires, des brokers qui doivent aussi pouvoir en vivre. Et des infrastructures légales. Donc en général, les grosses entreprises utilisent des trusts, donc voilà, beaucoup de dépenses légales, etc. Des gros projets, il y a des études, des certifications à mettre en place, etc. Bon, en tout cas, c'est ce point-là, la partie commission. 2, c'est quels sont les bons projets. Donc nous, on accompagne aussi, mais bon, ça paraît clair. C'est est-ce que la séquestration, elle peut se faire de deux manières. Soit, si vous voulez, on achète un bout de forêt et on dit que on l'a protégé et que du coup on a des crédits carbone. Nous, on n'est pas hyper fan de ça. Le GIEC non plus. Enfin, comme le GIEC est pas fan, nous on ne l'est pas parce qu'en fait, il y a potentiellement des déviances qui peuvent arriver aujourd'hui. Qu'est-ce qui prouve que le terrain était à risque? Qu'est-ce qui prouve que finalement il y a pas magouille, etc. Donc c'est assez tendancieux. Ouais, ça, c'est fameux crédits. C'est ça, ces fameux crédits d'évitement qui ont été mis sous le feu des projecteurs avec l'article du Guardian. Parce que finalement, comme tu le dis, c'est un petit peu magique quelque part. Il suffit j'imagine que c'est plus compliqué que ça, mais on pourrait se dire, il suffit d'affirmer que une partie d'une forêt est en danger. À partir de là, on va pouvoir générer un certain nombre de crédits carbone. Alors j'imagine que dans certains cas de figure, c'est sain et ça a une réelle utilité parce qu'effectivement, tu as quand même beaucoup d'endroits dans le monde où on déforeste. Mais voilà, c'est vrai que ce que pointait du doigt The Guardian et si j'ai bien compris ça, c'est principalement ça qui a été repris par Élise Lucet. J'ai pas vu le reportage d'Élise Lucet encore, mais faudrait peut-être que j'y jette un œil. C'est ça, hein, c'est ces fameux crédits d'évitement. Il y a de ça. De toute façon, nous, on se positionne pas comme experts de cette partie-là, donc on invite en tout cas à aller lire les rapports du GIEC qui sont sans équivoque là-dessus. Hein. Donc nous, on essaie de guider vers les bonnes pratiques. Donc nous, on est très orienté vers de la création positive, donc du net positif, c'est-à-dire de création de régénération de forêt, mettre la main à la pâte, qui est un des enjeux. Donc ça, est-ce que c'est une problématique en soi? Oui, il y a une problématique que nous, on a décidé d'adresser autrement en privilégiant une certaine typologie de projet. Mais le premier reste valide. Quelle autre problématique il y a avant d'arriver à la partie comptable? Il y a du monitoring. Certification et monitoring. Aujourd'hui, c'est aussi la problématique qui ont été mis en avant par les différents articles. C'est aujourd'hui, pour certifier, et il faut se déplacer. Pour monitorer, il faut se déplacer. C'est beaucoup de coûts et c'est beaucoup d'opérationnel qui potentiellement compliqué à prendre en charge pour une entité de certification. Donc là aujourd'hui, donc ça c'est une limite et on n'y répond pas nous avec Carbone. Enfin on y répond parce qu'on utilise la technologie, mais il y a des technologies qui arrivent qui utilisent de l'imagerie satellite
et du machine learning qui permet finalement d'aller faire de l'analyse très précise, parce que le machine learning, on arrive à des précisions, des imprécisions d'autour de 1-2%, donc c'est très efficace, et surtout c'est assez peu coûteux une fois que c'est en place, et c'est durable dans le temps, c'est-à-dire qu'on peut aller checker ce qui se passe en temps quasiment en temps réel, donc assez puissant. Donc la partie investissement projet, sélectionner les projets, les monitorer, ça c'est un gros point, on va dire, où il y a beaucoup à faire et beaucoup à apporter d'un point de vue solution. La partie comptabilité, aujourd'hui il y a une grosse problématique, c'est toujours en lien avec la même chose. La comptabilité, il y a deux types de comptabilité. Il y a la comptabilité en entreprise qui fait que je dois gérer une complexité supplémentaire, recruter des équipes pour mettre en place ces sujets-là. Ça prend de l'énergie, ça prend du temps. Donc nous, c'est aussi un sujet qu'on adresse d'ailleurs en simplifiant. Et il y a un autre côté qui est un des cas d'usage premiers qui nous ont fait passer à la blockchain, c'est la distribution des crédits carbone. Aujourd'hui, quand vous financez un projet, la plupart des projets, en général, comme c'est compliqué à gérer de la comptabilité sur 20 ans, les crédits carbone sont mis à disposition des investisseurs assez rapidement. Au bout de 3 à 5 ans, en généralement, quand c'est pas plus vite, on a la totalité des crédits carbone, donc on se retrouve potentiellement dans des situations où au bout de 6 ans, la forêt a brûlé, ou la forêt a été, la zone a été il y a un aléa, le projet est pas arrivé à bout, mais ça arrive après la 5e année. Et en fait, les crédits carbone sont distribués, on peut utiliser, et on va utiliser des crédits carbone qui finalement sont pas associés dans la réalité à de la réelle absorption. Donc ça, c'est problématique parce que ça vient mettre à mal tout le process. Si ça arrive, il y a le double comptage, hein, donc des crédits carbone qui sont utilisés par plusieurs personnes, parce que la comptabilité, encore une fois, est complexe. Et donc, alors le double comptage, ça paraît assez grave comme cas de figure. Est-ce que c'est des choses qui se passent réellement et intentionnellement aujourd'hui, tu penses? Je pense, je ne sais pas. Moi, je me fie surtout aux analyses et aux études qui sont sorties sur le sujet. Ouais. C'est un problématique. Ça a été mis en avant sur des comités dédiés à ces sujets-là. Donc oui, c'est un problème. Et en fait, le fait, c'est que comme c'est pas traçable et c'est opaque, on n'arrive pas à faire cette traçabilité. Donc en fait, on sait pas. C'est fait en interne. Donc de toute façon, même s'il y a des efforts qui sont faits de ce cas-là, même si c'est grave, si on n'a pas quelque chose qui permet un système d'infos comme SAP dans les grosses entreprises qui permet de suivre en tout temps où sont les produits, où sont les flux financiers, si on n'a pas ça pour les crédits carbone, en fait, même si les process sont strong et la théorie est bonne, si l'exécution est pas parfaite par la suite et si on n'a pas les outils pour suivre l'exécution, ça devient compliqué. Donc ça, c'est un des sujets qui amène sur la partie traçabilité et transparence. C'est un sujet de bien faire. L'idée, c'est l'auditabilité. Aujourd'hui, quand je vais acheter un produit au supermarché ou un service qui dit être neutre d'un point de vue carbone, je suis obligé de faire confiance à la campagne marketing de l'industriel qui me vend le produit. C'est le seul moyen que j'ai de sa bonne image, sa bonne confiance, voilà. Et c'est pour ça qu'en général on préfère des marques distributeurs, parce que c'est des marques en lesquelles on a confiance, etc. Mais on peut pas vérifier. Et le côté du Don't Trust Verify de la blockchain est hyper intéressant parce que ça permet d'attaquer un sujet qui est hyper fort, surtout sur des sujets où l'opacité règne. C'est si demain n'importe qui a la possibilité de vérifier, que ce soit des gros cabinets ou des individus, en fait on arrive à faire comprendre aux gens que il faut agir, et deux, c'est un moyen efficace d'agir, parce que même si c'est efficace et que les gens y croient pas, c'est d'un point de vue efficience, c'est pas bon. Donc là, l'idée, c'est d'emmener vraiment créer de la synergie autour d'un process. Donc pour ça, la transparence et la traçabilité d'un point de vue auditabilité est primordiale. Donc c'est aussi un des sujets, en tout cas une des limites du système actuel, que nous en tout cas on a identifié. Il y en a peut-être d'autres, mais voilà. Donc on a un peu tout passé en revue, hein. C'est, si je résume, la comptabilité de distribution des crédits carbone, où est-ce qu'ils sont, qui les consomme, le double comptage, la durée dans le temps, etc. C'est le vesting un peu, si on peut rapporter ça à un process blockchain.
le monitoring, la certification et le monitoring, l'inscrire dans le temps, être capable de se dire j'arrête la distribution, j'arrête la comptabilité si je me rends compte qu'il y a un feu de forêt qui a détruit la parcelle au bout de 6 ans. J'arrête de relier finalement la réalité et le suivi comptable. Et la dernière partie, transparence, traçabilité. Alors, ça évite pas des enjeux. On reviendra par la suite sur ce qu'on peut faire ça empêche pas la privacy. Aujourd'hui, on a des systèmes qui permettent d'avoir de la traçabilité, de la transparence avec de la privacy. Petite allusion au zero knowledge proof. L'idée, c'est de prouver une donnée versus donner, de prouver mes transactions plutôt que les mettre à disposition de tout le monde. Donc il y a des sujets, il y a des limites aux limites, il y a des limites aux solutions qui sont proposées, mais il y a déjà des solutions qui sont en place. Et pourquoi on aurait besoin de cette anonymisation des transactions ou de cette confidentialité des transactions dans le cadre des crédits carbone? Est-ce qu'on va pas rechercher au contraire la transparence totale, même si je sais bien que le zero knowledge proof permet de prouver sans dévoiler l'information que tu détiens, cette information ou ce secret. Donc je vois bien le principe, mais finalement j'arrive pas à comprendre pourquoi on voudrait faire ça sur ce marché-là. C'est intéressant pour nous, c'est pas la priorité, c'est un axe de recherche qu'on a chez Carbonable qui est intéressant parce qu'on commence à travailler. En fait, le crédit carbone, ceux qui consomment du crédit carbone, c'est les entreprises, d'accord. Donc pour embarquer un cercle vertueux sur agir contre le réchauffement climatique via ce process-là, faut embarquer les entreprises, faut embarquer les citoyens, faut embarquer les investisseurs. Les entreprises, elles ont des enjeux de confidentialité, de transparence et de confidentialité. Transparence sur leur engagement, ça c'est hyper important. Ouais. Et ça, on essaie de plaider pour. Et elles ont des besoins de confidentialité sur tout ce qui est mouvement stratégique, balancement de liquidité. Aujourd'hui, si je mets beaucoup de liquidité sur un sujet, je peux prouver à mes concurrents que je le mets pas ailleurs. Il y a quand même des enjeux qu'on peut assez vite comprendre en fait, qui vont pousser les entreprises à pas doxer, en tout cas à pas dévoiler toutes leurs opérations financières d'investissement, mais de prouver finalement que si demain j'ai un QR code d'un produit que j'ai acheté, on va me donner la preuve que ce produit-là a été consommé à tel endroit, ce crédit carbone a été généré à tel moment, par tel certificateur, par tel porteur de projet, etc., etc. Donc en fait, la transparence, ce qui est important, c'est d'avoir l'utilité dans la transparence. Qu'est-ce qui est utile d'un point de vue auditeur? C'est que j'ai la preuve que ce qu'on me dit est vrai, que la traçabilité est bonne, que je puisse vérifier n'importe quoi quand je veux. Et ce qui est intéressant aussi, et l'idée c'est aussi de protéger, de protéger les entreprises, de garantir la confidentialité pour pas impacter leur stratégie. Et c'est ce genre de choses qui peuvent être intéressantes. Donc pour Carbonable, on sort un peu du cœur de métier, du cœur de la solution qui est très investissement, pilotage et communication, mais on parle de fonctionnalités qui peuvent être intéressantes dans le futur qu'on explore assez fortement. Ok, ça marche. Ok, très clair sur ces aspects, Ramzi. Est-ce que tu veux maintenant qu'on décortique un peu plus votre solution en se plaçant peut-être du point de vue de l'investisseur, que ce soit un particulier, je sais qu'il y a des crypto-enthousiastes, on peut dire, qui ont participé aux premières ventes de NFT, mais aussi des corporates. Donc je sais pas quel persona tu veux choisir, à la limite peut-être peu importe. Ça va être quoi le process? C'est intéressant. Je vais essayer de le rendre le plus clair possible. Donc aujourd'hui, on a deux types d'investisseurs qu'on peut retrouver. En gros, c'est comme dans l'immobilier. On a deux types d'investisseurs, ceux qui veulent acheter pour mettre en location et ceux qui veulent acheter pour habiter. C'est un peu habiter, c'est compenser et voilà, j'aime bien cette image du real estate. Donc, soit j'achète, en fait, j'ai deux façons de compenser mes émissions. Je peux aussi acheter des crédits carbone sur le marché, sauf que si le marché est volatile, finalement, chaque année, je vais payer plus cher, de 15 à $300 sur les 20 prochaines années. À la fin, ma compensation va me coûter beaucoup plus cher qu'au début. Donc ça, c'est une stratégie. La deuxième stratégie, je pars toujours de l'entreprise parce que c'est important de savoir qui va utiliser et comment ça va être utilisé avant de revenir sur l'investisseur.
L'autre stratégie, c'est comme dans l'immobilier, s'il y a une grosse volatilité, je vais acheter mes bureaux. Là, je vais financer mes propres projets. Donc, je vais pas tenir. Ce qui est important, c'est petite parenthèse, je vais pas détenir la terre. Donc, nous, c'est vraiment financer le projet. On a des droits sur l'exploitation pendant la durée de vie du projet. On veut surtout pas créer de moyens pour les pays riches de s'accaparer les terres des pays pauvres, etc. C'est vraiment c'est de l'exploitation. C'est à durée limitée, etc. L'exploitation en régénération de la nature. Donc en fait l'idée c'est de financer les poumons du monde. Il y a vraiment une philosophie derrière les crédits carbone qui est intéressante, c'est de dédommager ceux qui n'industrialisent pas leurs terres et les laissent wild, sauvages, ce qui permet d'absorber le carbone, de les dédommager en fait pour être nos poumons finalement, parce qu'en fait on a besoin que ça reste en place et on a besoin qu'en fait ces espaces grandissent. Donc voilà. Donc les consommateurs qui sont les entreprises, elles soit elles achètent chaque année, donc ça peut coûter cher, soit elles décident d'investir dans un projet pour bénéficier finalement de leur quota de crédit carbone chaque année, si elles le savent bien. Ça, ces décisions-là, si on se met à leur place, elles vont le prendre sur l'optimisation financière à long terme, mais elles vont aussi le prendre parce qu'on se dit pourquoi elles n'investissent pas dès le début. En fait, c'est sortir tout le cash dès le début, c'est de la liquidité à mettre à disposition, c'est du cash à avoir sous la main, c'est vraiment de la décision financière. C'est est-ce que je mets mon argent sur du développement de mes nouveaux produits, est-ce que j'ai de l'argent disponible pour faire ce genre de projet, ou est-ce qu'aujourd'hui j'ai pas le choix, c'est d'acheter chaque année parce que j'ai pas le montant qui va être nécessaire pour pouvoir me baquer sur 20 ans. Donc c'est la décision, le trigger de décision pour les entreprises, en tout cas d'acheter ou d'investir, va se faire à ce niveau-là. Si on revient en avant, donc investisseurs, on a parlé des entreprises qui vont investir à long terme pour pouvoir avoir leur quota. Finalement, c'est comme j'achète soit des immeubles, des bureaux où je vais habiter, soit j'achète des machines. J'achète les machines qui vont me permettre de produire les crédits carbone. Là, c'est des arbres qui vont absorber le carbone et qui vont générer des crédits carbone. En tant qu'investisseur, quand je veux faire travailler mon épargne, je regarde un peu les opportunités que j'ai le livret A, j'ai la bourse, j'ai les options, j'ai la blockchain, la DeFi, et l'idée c'était j'ai la possibilité aujourd'hui avec Carbonable d'avoir des assets green, en fait verts, de régénération de la nature, qui vont finalement apporter du rendement en ayant une externalité qui va être régénérer une biodiversité sur une parcelle dans le monde. Donc si je décide d'investir, d'où va venir mon yield, d'où va venir mon rendement, c'est très clair, c'est le côté avantageux de pas aller sur un ETF. Aujourd'hui les banquiers proposent des ETF green. En fait, si on va regarder à l'intérieur de l'ETF le bas carbone, on va retrouver du Total, on va pas retrouver du Total, mais on va retrouver du LVMH, du Nestlé, des choses comme ça. Donc en fait, je sais jamais ce qu'il y a derrière ces objets financiers. L'idée de la DeFi, c'est de savoir où est-ce que je mets mon argent et à quoi, et quel est le protocole et comment c'est utilisé derrière. Donc nous, ce qu'on propose, c'est d'ouvrir les investissements qui étaient dédiés aux grandes entreprises à des petits investisseurs pour faciliter l'investissement et créer la supply de qualité sur des projets de qualité. Okay. Et donc quand je vais investir, je vais détenir une preuve de participation. Donc j'ai financé ce projet-là sur 20 ans que je vais pouvoir céder. Donc voilà, c'est comme un droit de participation et ça va me donner un droit d'exploitation. Donc les crédits carbone vont qui vont être distribués en fonction des shares que je vais avoir dans le projet. C'est vraiment comme investir dans des startups, sauf que là c'est des projets de régénération. OK. Est-ce que quand tu achètes ce NFT, tu signes un contrat avec vous Carbonable ou avec le projet en face ou? Pour l'instant, on abstrait tout ça. C'est-à-dire, c'est Carbonable qui va s'occuper de toute la partie contractuelle et qui va abstraire cette complexité-là pour le faire avec un interlocuteur et faciliter finalement pour l'investisseur sous forme de NFT. C'est son NFT va être juste la preuve qu'il a participé dans un des projets de Carbonable. Et Carbonable va gérer la partie légale. Donc on met en place les contrats, on les intègre à l'intérieur des smart contracts. On parle plus de NFT parce qu'on est passé sur du semi-fungible. D'ailleurs, on est en train de passer sur... On a fait le développement et on va y arriver. Le semi-fungible, le SFT, c'est un NFT finalement auquel on va attacher une valeur. C'est plutôt que si par exemple je vais acheter 10 parcelles, je vais avoir 10 NFT, si j'achète des NFT. Alors que là, l'idée des SFT, c'est d'en avoir un seul objet qui va être attaché à une value de 10, de shares. Ok. Mais voilà. Donc la contractuelle, en fait, l'idée, c'est que le contrat en blockchain, c'est la signature. Et donc, quand je viens faire un contrat, quand je viens investir dans un SFT, j'ai signé
le contrat, on va dire, avec Carbonable de distribution de l'exploitation. Ok. Donc là, si par exemple moi demain je veux investir sur un projet que vous proposez sur votre marketplace, alors j'ai vu que tout est sold out en ce moment, mais admettons que demain il y en ait un nouveau de dispo, j'achète. Enfin, tu m'as dit c'est plutôt un NFT aujourd'hui, mais c'est comme si j'achetais un NFT sur OpenSea et derrière je vais pouvoir l'utiliser ensuite, mais c'est aussi simple que ça. Exactement. D'ailleurs, là aujourd'hui, il y a plus de Launchpad. Enfin, c'est sold out. C'est nous, grosso modo, on fait des ventes de financement. Et derrière, ces SFT ou ces NFT sont disponibles déjà sur les marketplaces. On peut aller aujourd'hui acheter sur le marché secondaire des projets carbonables. Ah oui, donc je pourrais aussi en trouver un sur OpenSea, par exemple. Exactement. Donc en fait, l'idée c'est que le prix va évoluer en fonction des rendements, de l'évolution marché, des personnes qui vont vouloir investir sur ce type de projet. Et nous, l'idée c'est que on veut sortir un peu de cet aspect spéculatif. Nous, on est très clair, on est très transparent sur les commissions qu'on prend. On prend 10% du montant levé. Pas plus. C'est-à-dire qu'on prend le coût, 10%, donc le coût est distribué. Donc aujourd'hui, c'est assez centralisé parce qu'en fait, on récupère l'argent et on le transfère au porteur de projet. On récupère les crédits carbone, enfin on récupère le produit de la vente des crédits carbone et on le transfère sur les smart contracts. À terme, l'idée c'est d'avoir quelque chose qui soit 100% décentralisé, c'est-à-dire que l'argent soit directement envoyé à l'adresse du wallet du porteur de projet, qui de manière en blockchain, qui soit directement dans le contrat que je vais signer, et que les crédits carbone, eux, j'ai mon fils qui se réveille, je sais pas si ça s'entend. Ouais, j'entends, il y a pas de problème. Tu veux qu'on mette en pause ou on... Non, pas du tout. Je suis pas tout seul, j'ai fait un deal. j'ai fait un deal, donc il va s'en remettre, il va avoir de quoi manger. Donc je sais plus ce que je disais, mais oui. Que à terme tu veux envoyer directement sur les wallets. Oui. C'est comme tout aspect, il faut bien commencer quelque part. Donc nous, on essaye d'améliorer déjà l'état actuel des choses avec toute cette histoire de protocole, de simplification, de passer par la blockchain pour diminuer les coûts d'infrastructure, améliorer la traçabilité, etc. Et à terme, il y a aussi des limites. Enfin, il y a des limites à notre sujet. Aujourd'hui, il faut nous faire confiance sur le transfert des fonds, il faut nous faire confiance sur la récupération du produit de vente des crédits carbone et la redistribution. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met un maximum de choses on-chain, on met sur IPFS et avec un lien tous les contrats qu'on passe avec les certificateurs, les porteurs de projet. De même pour la partie vente. Et l'idée, c'est qu'à terme, même pour la vente, aujourd'hui, on fait de la vente off-chain parce qu'on n'a pas voulu tokeniser les crédits carbone, mais demain, si les marketplaces qui se mettent en place et sont assez relevant et fonctionnels et fonctionnent comme on veut, l'idée, c'est de connecter ça directement à des marketplaces on-chain. Et du coup, en fait, finalement, la confiance est 100% garantie. Mais ça se fait par étapes. Donc, en gros, on améliore étape par étape. On est très transparent aussi sur la manière de faire. On est très proche de notre communauté. On répond à toutes les questions. C'est pour ça qu'on n'a pas voulu aller sur des gros projets très rapidement. On commence avec des petits projets. On garantit que l'exécution se passe bien, que la sécurité soit là, que le process marche bien. Mais il y a du fine-tuning. On préfère faire du fine-tuning sur des petits projets à 40, 100 000 euros plutôt que 1 million, 100 millions. Petit clin d'œil à d'autres protocoles. Mais voilà. Aujourd'hui, si je suis un investisseur, je viens sur Carbonable ou je vais sur une marketplace pour acheter des preuves de participation, des droits d'exploitation finalement dans des projets de reforestation. Et ça va me donner le droit en allant farmer. Donc on a des protocoles, en fait on va pouvoir aller déclarer le fait qu'on détient le smart contract, c'est comme du stacking ou du farming classique. Et en fait il y a une comptabilité qui va tourner, qui va distribuer au fur et à mesure soit des crédits carbone si on fait de l'offset, soit les produits de la vente. Donc nous on aurait pu se passer de ce farming et de se dire celui qui détient le NFT, on lui airdrop chaque jour son droit. En fait, ça se passe pas comme ça. Comme il y a beaucoup de process, nous, on a besoin de savoir en avance qui va vouloir vendre et qui va vouloir offset pour pouvoir pas forecaster en fait ces chiffres-là. Et du coup, pour faire ça, on a besoin de mettre en place des systèmes de comptabilité qu'on appelle des farming, qui sont les smart contracts, qui vont calculer en fait, vous avez racheté sur le marché secondaire ce NFT, vous venez déclarer de quand à quand vous l'avez détenu.
Et ça permet aussi de pénaliser un peu le côté spéculatif, de se dire je vais aller acheter et revendre mes NFT carbonables. Ben, l'idée c'est le farming l'empêche, limite un peu la vitesse. Limite la vitesse, c'est aussi un moyen de pénaliser. Donc en gros, ce qui est pas récupéré est récupéré par un pot commun qui sera piloté par une DAO, Okay. ou voilà, qui servira à uniquement à être borné pour offsetter, en plus avoir un impact encore plus positif sur la nature. Ok, parce que pour récupérer les crédits carbone ou le fruit de leur vente, tu dois détenir le NFT un certain nombre de temps minimum. Non, pas forcément, mais c'est juste que nous, grosso modo, on a besoin on fait de la comptabilité, donc on sait savoir qui a détenu quand le NFT pour pouvoir faire cette distribution-là. Ouais. Et le farming, c'est ce qui nous permet, en fait, d'avoir cette information-là. Parce que, en fait, les crédits carbone, nous, on les a pas dès le début. On les reçoit sur un planning de libération. Ce planning de libération, il est défini, il est dans le contrat, en fait, initial, passé avec le porteur de projet. En général, c'est tous les 3 mois, tous les 6 mois. Donc voilà, donc on récupère, on revend et on redistribue jour après jour en fonction de qui détient le droit d'exploitation. Ok. Et en moyenne, c'est quoi la rentabilité espérée annuelle Ça, j'invite, c'est très do your own research, hein. Donc nous, on a fait l'étude, mais on a mis en place un calculateur. C'est comme en immobilier, on a essayé de collecter des informations pour essayer de faire des projections. C'est hyper intéressant. Quand on sait que d'ici 5 à 10 ans, le crédit carbone qu'on achète 15 devrait valoir 250, 300 selon Bloomberg, et que ça fait qu'augmenter en fait de rapport en rapport, on est sur des rendements hyper intéressants. Donc il vaut investir sur le carbone que sur Bitcoin. Non, je fais pas de conseils en investissement, mais en tout cas, je pense que c'est bien de diversifier. C'est bien de diversifier. C'est une opportunité de diversifier sur un produit qui permet. Enfin, pour nous, on n'a pas vu quelqu'un d'autre le faire aussi bien. C'est pas modeste quand je dis ça, mais c'est vrai. En tout cas, ça permet de diversifier sur un asset réel. D'accord, du monde réel, donc c'est backé dans le monde réel. Et c'est un asset qui fait plutôt du bien pour l'environnement, pour la planète, parce qu'en fait c'est clairement nous les projets quand vous investissez, vous savez exactement où va l'argent. Ça va dans le projet au Costa Rica de tel porteur de projet certifié par telle personne. On a des images des gens qui s'occupent. Voilà, on sait où va l'argent. C'est pas un produit financier que j'achète et qui tourne tout seul. Et 3, c'est un rendement hyper intéressant parce que les entreprises, elles s'arrachent et elles vont s'arracher de plus en plus les crédits carbone de qualité. Parce qu'en fait, elles voudront pas s'exposer au risque de greenwashing. Elles voudront pas acheter des crédits carbone un peu merdiques qui va finalement les faire mettre leur nom dans la presse à scandale, enfin pas forcément un scandale, dans The Guardian ou chez Ulysse Lucet, et qui va dévoiler un scandale parce qu'en fait, ce qu'ils font, c'est du greenwashing. Donc elles vont pas vouloir faire ça. Et le meilleur moyen pour pas faire ça, c'est d'acheter des crédits carbone de qualité et donc venir les acheter chez nous. Donc et du coup pour l'investisseur c'est hyper intéressant parce que les acheter chez nous c'est l'acheter auprès des investisseurs qui détiennent les NFT carbonables. Enfin les SFT carbonables. Je dois vraiment rentrer dans ce truc là, mais on a encore un NFT. Ok, ça marche. Et une question sur donc les crédits carbone que tu vas pouvoir récupérer grâce à l'asset sur lequel tu auras investi. Il y a beaucoup de projets blockchain donc qui tokenisent ces crédits carbone. Je peux penser, je sais pas si c'est surtout aux États-Unis, mais j'ai vu passer du Nori, Climat, Toucan. Ouais. Voilà, ouais. Pourquoi vous le faites pas? La tokenisation du crédit carbone directement? Parce que quand on a des idées, il faut prioriser. Et quand on a décidé de prioriser, on s'est rendu. Enfin, nous, on a ce qui faisait le plus de sens pour nous opérationnellement. On est très opérationnel dans l'équipe. Enfin voilà, c'était la supply. C'est ce que je disais aujourd'hui. Ce qui est le plus important pour nous, c'est de créer des crédits carbone de qualité. Pour créer des crédits carbone de qualité, la tokenisation c'est la fin, c'est la mise en vente, c'est le marché, c'est la plateforme de vente. Ouais. Il faut pouvoir amener des liquidités vers le porteur de projet qui va mettre en pépinière, puis dans la terre les arbres, qui va sélectionner la diversité des espèces qui va replanter en fonction de ce qu'il y a, de la certification, etc. Et donc quand on focus là-dessus. Pour nous, tokeniser crédit carbone n'aurait pas solutionné la chose, en tout cas pour ce qu'on voulait faire. Donc nous, on a tokenisé le projet.
Le projet, l'investissement, c'est un peu le trust, hein, c'est comme la SCI. On a tokenisé un peu comme à la Realty, ce qui permet de faire construire le bâtiment. Et donc là, c'est ce qui permet de faire construire la forêt. Donc on a commencé par ça. Demain, si on n'est pas allé tout de suite sur la tokenisation parce que pour nous, la fongibilité est pas intéressante. Si j'achète demain, j'ai 2 crédits carbone, un qui est nul, enfin qui est issu des 90% obsolètes de Vera, et un autre qui est hyper qualitatif, et que je les tokenise tous les deux sur un ERC20 et que je les mets en vente, et que du coup les deux ont le même prix, ben je perds un peu pas mal d'informations. C'est-à-dire que quand je vais faire même de l'audit derrière pour une entreprise qui va utiliser ça pour offsetter, ou une personne qui va utiliser ça, parce qu'aujourd'hui, même demain, on peut imaginer très bien que je prends l'avion, ou que moi, une personne moyenne en France, c'est 8 tonnes de CO2 émis par an. Si une personne veut compenser ses propres émissions, bah, si elle le fait en faisant du greenwashing elle-même, c'est pas hyper intéressant. Donc, nous, on a estimé que tokeniser des choux et des patates d'un point de vue qualité de crédit carbone, de la merde et du caviar, enfin c'est un peu ça, c'est pas hyper intéressant. Par contre, il y a de la semi-fongibilité qui est possible, donc on va y arriver. Je pense que Toucan ils font des super boulots sur la création de marketplace. Aujourd'hui, le marketplace est aussi chaotique, hein, acheter des crédits carbone, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de commissions, c'est qu'il y a pas beaucoup d'intermédiaires. La création d'un marché fort et trustful est hyper intéressante, et peut-être que demain, qui sait, Carbonable, ça ira se connecter directement sur un climat. Donc nous, ça fait pas de sens aujourd'hui, parce qu'en fait, ça va être mélangé avec des projets de moins bonne qualité. Donc autant aller les vendre directement off-chain chez des B2B. Mais demain, s'il y a la possibilité d'avoir de la semi-fongibilité, donc on appelle 2 choses, des crédits carbone. Par contre, en fait, si on va regarder dans les métadatas de ces crédits carbone-là, on va pouvoir retrouver des informations de traçabilité, de traçabilité surtout. Et ben du coup, à ce moment-là, ça fera du sens de tokeniser le crédit carbone et de tokeniser notre crédit carbone. Donc on va y arriver, on y réfléchit. On a réfléchi avec des certificateurs à créer un standard, hein, du token, donc pas de l'apport de liquidité, pas de la création de marché. Mais oui, voilà en tout cas ce qui a drivé nous notre décision de surtout prioriser autrement. Ouais, je comprends. Ok, bah ouais, parce que pour les auditeurs, protocole Toucan par exemple, ils ont développé un protocole qui permet de tokeniser des crédits carbone à condition qu'ils soient, je crois, labellisés chez certains acteurs référencés. Et à partir de là, ils vont créer des pools pour rendre en fait le crédit carbone le plus liquide possible, et qu'après des services DeFi viennent se greffer dessus en disant bah tiens, on va incorporer ça sur différents produits financiers DeFi green. Alors mais le problème effectivement, c'est est-ce que finalement c'est de ça dont a besoin le marché, parce que ça réintroduit le fait de faire des pools réintroduit de l'opacité, et comme tu l'as dit, si tu as un crédit un peu suspicieux, que tu viens le mélanger avec d'autres crédits eux qui sont de bonne qualité dans ta pool, bah à la fin je sais pas si le résultat c'est ce vers quoi il faut tendre au final. Après moi je veux pas dire que c'est pas intéressant, c'est hyper intéressant. En fait, le marché a besoin des deux. Le marché a besoin d'avoir de la vision sur la bonne qualité, de la traçabilité et de la liquidité pour pouvoir faciliter l'échange. Aujourd'hui, la liquidité sur le RC20 est pas la plus adaptée. Je crois que Toucan fait un ERC20 par collection, donc ils arrivent à faire le distinguo, mais il y a encore un peu du chemin à faire, mais c'est la bonne direction. Je veux dire, il faut les deux, et pour faire les deux, bah il faut commencer par la qualité. Et une fois qu'on a la qualité et la traçabilité, ben là on va faire. Et du coup, l'idée c'est que la connexion se fasse à un moment donné, ou pas, où la semi-fongibilité permet aussi de créer de la liquidité sur des assets plus ou moins assez homogènes, avec des données, des métadatas qui peuvent être différentes, et avoir toujours cette vision sur qu'est-ce que j'achète en fait en tant que soit qu'investisseur, soit, alors j'aime pas parler d'investisseur pour le crédit carbone parce que c'est le pire truc qui puisse arriver, c'est le côté spéculatif, mais si je suis une entreprise qui veut utiliser ça pour l'offset. Okay. Donc il y a la semi-fongibilité se fait à 2 niveaux pour la traçabilité. Un, le projet, donc le certificateur ou la localisation géographique, le type de projet, etc. Et la deuxième, c'est le vintage. Le vintage, c'est l'année de mint, on va dire, du crédit carbone. Le millésime en français. Le millésime, exactement. Sauf que c'est pas comme le vin. Plus ça vieillit, moins c'est bon. Oui. C'est ça. Ok. Ok, top. Peut-être pour finir sur quelques sujets vraiment blockchain. Alors, vous êtes sur quelle blockchain d'ailleurs? Alors nous, on est sur un layer 2 d'Ethereum.
On a commencé sur Cosmos. On a fait le choix contextuel et aussi de retourner vers, en gros, faire du long terme, du très long terme, 20 ans, 30 ans, quand on parle de projet de décarbonation. On avait une volonté de revenir sur des protocoles, en tout cas sur des écosystèmes qui ont cette probabilité de tenir ces 20 ans ou 30 ans. Pour nous, il y en a deux aujourd'hui, Bitcoin et Ethereum. Il y en a un qui est plutôt dédié à de la monétique. Ça ferait pas de sens de lancer de l'applicatif sur du proof of work. Je pense que c'est contre-productif, en tout cas surtout quand on s'attaque à des sujets liés au climat. Sur de l'applicatif, il y a des concessions, hein. Je suis très nuancé sur le sujet. Plus j'en sais, plus je suis nuancé. Voilà. Et sur Ethereum, c'est une garantie de longévité, une garantie de sécurité. Nous, on a fait le choix d'aller sur un layer 2 parce que on pense que ça fait du sens d'aller sur de la scalabilité en conservant la sécurité d'Ethereum, surtout quand la scalabilité est garantie par des preuves mathématiques, le zero knowledge en l'occurrence. Donc on a été conquis par la technologie proposée, ce que ça permettrait de faire aussi par la suite, en fait, notamment sur les sujets de privacy pour les entreprises. On a été séduit par l'écosystème de Starkware. Ils ont investi, mais on a été séduit avant qu'ils investissent, pour ça clair. Okay. Et on est très content, mais l'idée, nous, il faut qu'on soit agnostique on est agnostique sur les certificateurs, on est agnostique, il faut qu'on soit agnostique sur la technologie. La mission, c'est d'insuffler de la synergie pour contribuer à améliorer l'état existant des stratégies de RSE et pousser à faire en sorte qu'il y ait plus de biodiversité sur la planète. Ok, ça marche. Et pour finir sur les questions un peu plus techniques blockchain, on a bien compris le rôle du NFT, enfin du SFT pardon, désormais. Je pourrais expliquer la différence si tu veux. Si tu as besoin de plus d'infos sur NFT et SFT, on peut creuser, mais je pense que là on a dit. Ouais, après avec ces aspects de projet et de vintage, je pense qu'on visualise assez bien l'intérêt de passer sur du semi-fongible. Hein. Mais voilà, mais jusque l'autre token dont je voulais parler un petit peu avant de conclure, c'était donc sur votre site, je crois sur le light paper, je voyais le utility token qui n'existe pas encore, c'est ça? Non, on n'a pas d'utility token pour l'instant. En gros. Okay. On développe, donc il faut focaliser sur ce qui fait du sens. Donc c'est un peu, c'était pas la mode il y a 5 ans en arrière, ça l'est maintenant. Donc construire la structure, ce qui fait du sens, apporter de la valeur. L'utilité token doit exister uniquement s'il a de l'utilité et de la valeur, ce qui va permettre de créer une synergie et d'améliorer l'existant. Pour l'instant, nous on a focus sur utiliser la technologie blockchain au service de la synergie, de la comptabilité, de la communication, de la transparence. Donc pour l'instant, on a mis de côté un peu cette partie-là. C'était dans notre light paper parce que on avait des visions à assez long terme. Hein, nous, on a des commissions de créer, de donner plus de mettre en place une DAO, la sélection des projets qui pourrait influencer sur la sélection des projets, sur la sélection des commissions qui vont aller au protocole, parce qu'on a créé tout le protocole qu'on crée chez Carbonable est open source. Donc il y a deux choses, c'est Carbonable, le protocole, le launchpad, la comptabilité, le vesting, etc., le farming, qui peuvent être réutilisés par d'autres. Si demain, je sais pas, un Reforest Action veut lancer son Carbonable et avec sa propre sélection de projets, libre à lui. Ce qu'on a fait est un bien public, c'est libre de droit. Et on avait vraiment cette volonté-là pour apporter de la transparence, il fallait l'être nous. Donc, on a fait ce choix-là qui est joueur, mais qu'on assume totalement. On est assez confiant sur notre manière de faire et notre vision pour pouvoir le proposer. Et derrière, le service, donc c'est aller chercher des projets, comme on l'a dit, ça peut être fait par quelqu'un d'autre, aller revendre des crédits carbone aux acteurs et se prendre une commission, on prend une commission sur la vente des crédits carbone au moment de la réception, etc., proposer des services annexes, et ça, pour le coup, c'est du service. Et donc, le protocole, lui, peut être guidé par une DAO. On avait cette vision au début, on l'a toujours. Hein. L'idée, c'est juste que là, pour l'instant, dans les steps de priorité, le scope 1, là, c'est proposer un protocole qui fonctionne de bout en bout, qui apporte de la valeur. 2, c'est l'améliorer avec des systèmes de DAO, proposer
répartir des droits de décision entre des experts qui vont avoir des avis intéressants sur comment sélectionner les projets. Est-ce qu'on fait ou pas des types c'est-à-dire j'ai oublié le mot, mais pour acheter des parcelles de terrain pour les protéger de la déforestation. Est-ce qu'on va sur ce type de projet? Est-ce qu'on va sur de l'absorption industrielle de carbone, etc. Nous, pour l'instant, on a fait le choix parce qu'on est dans une dictature entrepreneuriale. On fait les choix qui nous font le plus de sens. Mais l'idée, c'est de donner, pour nous, c'est des sujets citoyens. Donc à terme, ça serait l'idée, c'est que les parties prenantes qui veulent interagir, en tout cas aider le protocole à prendre des décisions, puissent le faire, et l'ADO, elle permet de le faire, et l'utility token, il permet de driver cette partie-là. Voilà, donc c'est un peu ça la vision qu'on a du utility token. On n'a pas poussé le détail au maximum, c'est pas l'enjeu, c'est pas le but pour l'instant. Le but aujourd'hui, ça a été le moment de lancer l'idée, de poker l'idée, de créer l'équipe, d'industrialiser l'idée et de travailler avec des industriels. Donc ça, c'est un certain nombre de choses qu'on a réussi à faire. On en est très content. On a des partenariats avec des gros gros industriels on-chain ou off-chain, et ça c'est hyper cool. Enfin, on est très content, c'est hyper cool, mais c'est une super consécration. Et l'idée c'est de créer les outils, les parfaire. Aujourd'hui le farming est pas encore live, il le sera quand le mainnet de Starknet sera live. Il y a un changement de transition, donc nous on est ready. Ça devrait être sur le mois prochain, donc je donne plus de date parce que en fait c'est hors de nos zones d'influence, parce que nous on est prêts, mais on dépend aussi de l'écosystème. C'est un choix qu'on a fait, et voilà. Donc utility token, c'est toujours d'actualité, c'est la vision, mais pour l'instant c'est pas la priorité. La priorité c'est de la valeur ajoutée et de l'efficacité. Ok, très clair. Et peut-être pour soutenir la création d'une DAO à l'avenir, quoi, notamment. Exactement, notamment. Ça marche. Ok, et ça m'inspire peut-être une dernière question. Tu vois, le fait qu'effectivement vous ayez développé votre protocole en open source, en libre, est-ce que c'est... Donc ça, c'est une philosophie, je pense qu'on peut dire, j'ai envie de dire, très Web3, qui est bien comprise par une communauté Web3. Mais alors je sais pas comment vous vous êtes financé, je sais que vous avez fait des levées de fonds, mais est-ce que c'est une philosophie qui est comprise par des acteurs institutionnels ou des VC classiques? Ils ont pas un peu peur quand vous leur dites nous on met tout comme ça en libre, et vous baquez? Oui. Si. Donc là on est en train de faire un petit coucou à nos investisseurs. Donc oui, on a été financé par La Poste et Ethereal Venture. Donc ça c'est les leads. Le lead c'est Ethereal, qui est un fonds financé par Joe Lubin principalement, le cofondateur d'Ethereum, et derrière Consensus, et La Poste, qui était hyper intéressé par ces sujets-là. En fait, c'est ce qu'on explique aujourd'hui. Si on veut créer de la valeur et créer de la confiance, il faut qu'on soit transparent. En fait, on peut pas demander à des entreprises qui vont utiliser nos produits d'être transparents et pas l'être. C'est une histoire de philosophie, mais qui finalement crée la confiance. On a une vision très long terme. Aujourd'hui, on est très l'open source a fait ses preuves, même d'un point de vue business, ça fonctionne. On a un savoir-faire, on a une expertise, on a une équipe de recherche qui avance sur plusieurs sujets. Donc libre à chacun de forquer et puis de proposer. Ça a été fait sur d'autres écosystèmes, mais c'est ça aussi l'enjeu et l'objectif aujourd'hui. Le prix fait x2 x3 chaque année quasiment sur le crédit carbone. Le but c'est pas de copier, mais c'est d'aller vite. Donc nous on est focus sur apporter de la valeur correctement et en allant vite. Ok. Eh ben super, cette réponse me plaît beaucoup. Félicitations pour le parti pris et pour tout ce que vous avez réalisé jusqu'ici avec Carbonable. Merci, ou Carbonable, excuse-moi, je vais pas m'y faire. On accepte les deux. Ouais, les deux sont pris, c'est bon. Et non, écoute, je vais suivre en tout cas votre aventure avec un grand intérêt. Pour conclure l'épisode, je te laisse peut-être nous dire un mot de la fin et nous dire comment vous suivre, vous soutenir ou tout ce que tu veux partager. C'est l'instant promo. Alors, yes. Merci pour l'invitation, c'était un plaisir d'échanger. On avait déjà échangé offline.
Écoute, si vous voulez suivre nos projets, il y a plusieurs façons de le faire. Il y a notamment parler de l'open source. Vous pouvez venir contribuer. C'est un projet qui appartient aussi à la communauté, donc vous pouvez venir contribuer à améliorer, à avoir déjà tous les contrats du protocole si vous en avez la capacité, de proposer des modifications, de contribuer. On est sur OnlyDust, c'est un écosystème qui finance finalement des réalisations des contributions open source. Donc vous pouvez même être payé en apportant de l'aide à Carbonable. Donc ça c'est une première façon de le voir. Le meilleur moyen c'est d'aller sur notre GitHub. C'est sur Carbonable. Vous tapez Carbonable sur GitHub, vous allez tomber sur nos smart contracts qui sont publics. Vous pouvez nous suivre sur Twitter. Il faut absolument vous abonner. Voilà, on est très on a que des ingénieurs et des développeurs dans l'équipe. Il y a une personne qui s'occupe de la communication et il commence à en avoir beaucoup à gérer. Mais voilà, donc vous pouvez nous suivre sur Twitter. Donc tout ce qui est, on pousse beaucoup, on paye pas d'influenceurs. Malheureusement, tout l'argent qu'on a, on le met au build. Et c'est nos builders et donc nos ingés, ceux qui développent, qui font de la communication. Donc vous allez pouvoir suivre les membres de l'équipe qui partagent des bonnes pratiques. Si vous êtes intéressé sur de la comptabilité décentralisée, sur de la privacy, c'est aussi des sujets qu'on partage. Donc vous allez pouvoir suivre et avoir des informations. En tout cas, si ces sujets vous intéressent, on a une communauté sur Discord qui est assez forte. On est hyper content. Chaque fois qu'on y va, on n'en revient pas d'avoir des gens aussi supporters de notre projet et qui consacrent beaucoup de temps en fait à faire vivre Carbonable. Il y a beaucoup de gens derrière. Je fais une petite pensée pour les Carbonable Helpers qu'on appelle, qui sont formidables. Donc sur Discord, et c'est là-bas, il n'y a pas beaucoup d'informations où on vous accompagne si jamais vous savez pas comment créer un wallet. Donc on est en train de développer d'ailleurs le web wallet l'idée c'est d'abstraire le plus possible les wallets. La compte abstraction, on n'en a pas parlé, mais c'est des sujets passionnants. Et c'est une priorité absolue qu'on a, c'est vraiment que n'importe qui, que ma grand-mère puisse aller acheter des crédits carbone, même si elle sait pas ce que c'est un wallet avec sa carte bleue. C'est vraiment l'enjeu. Donc sur Discord, on a notre site internet, on a notre light paper, carbonable.io, carbonable_io sur Twitter. On a un petit Slack Telegram. On va essayer de l'orienter plus open source et développeurs. Donc là, plutôt, si vous êtes développeur, venez sur Telegram, posez des questions, surtout sur les contrats, si vous voulez contribuer, etc. Et je pense que là, c'est déjà pas mal. Et le meilleur moyen de nous suivre, c'est d'aller se faire un wallet argent sur Starknet. Et d'attendre la prochaine levée et d'investir les prochains launchs de Carbonable. Ils vont être incroyables et vous le regretterez pas. J'arrive pas à le dire, tu vois, tellement on peut pas avoir de regrets sur Carbonable, parce que déjà l'argent servira à régénérer de la nature quoi qu'il arrive. Et quand on voit les premiers résultats de la revente des crédits carbone qu'on a eu, je pense que c'est hyper intéressant et que c'est un no-brainer. Donc nous, on est hyper bullish sur nos propres produits. Donc écoute, c'est normal. C'est subjectif, mais c'est normal. C'était l'instant franc, mais bon, c'est signe de ça peut, c'est sain. Donc voilà, c'était l'instant promo. Désolé, c'était un peu too much. Non, vraiment, on est des passionnés, on est à fond et voilà, mais on est ravis d'échanger avec tous ceux qui seraient intéressés par le sujet. On sera sur pas mal de salons d'ailleurs en France, que ce soit des salons blockchain ou RSE. Donc on se croisera peut-être. J'ai pas la liste, mais venez poser la question sur Discord ou sur Twitter et on vous donnera un peu l'agenda. Thibaut vous donnera l'agenda des différents événements où on pourrait se croiser. Excellent. C'est noté. On va suivre ça avec plaisir. Merci pour cet échange passionnant, Ramzi. Merci Antoine, merci à toi pour ces bonnes questions. Questions passionnantes. À très vite. Merci. Salut. Ciao. Merci infiniment d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si ce contenu t'a plu, tu peux me soutenir de deux manières. Premièrement, en t'abonnant à l'émission via l'application de podcast que tu utilises. Deuxièmement, en me laissant une note de 5 étoiles et un commentaire positif. C'est ce qui permet au podcast d'être visible et c'est une manière de m'encourager à enregistrer de nouveaux épisodes. Enfin, si jamais tu souhaites me suggérer un ou une invitée, je te propose de me contacter sur LinkedIn, Antoine Taureau. Mon nom de famille s'écrit T-H-O-R-E-A-U. À la prochaine!